Merci Michael. Donc effectivement, je ne suis pas Samia Hurst et je ne suis pas éthicien, mais je vais essayer de vous donner ma vision comme président en charge de la société pendant toute cette phase d'incertitude. Comment est-ce qu'on gère? Et je commencerai simplement par rappeler la mémoire de notre collègue Hans-Uli Roten, parce qu'il a été quelqu'un d'extrêmement précieux dans tout ça, par sa connaissance, ses compétences, mais aussi par sa personnalité. Et c'est très important dans une situation de crise et d'incertitude, d'avoir des gens sur lesquels on peut se reposer. Je commence par une citation de Voltaire qui disait « Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule ». Donc on doit apprendre à vivre avec cette incertitude, avec ce doute. On est obligé d'en tenir compte dans nos vies quotidiennes. En médecine, c'est une constante, vous le savez bien. La variabilité clinique des situations auxquelles on est confronté, on y fait face tous les jours. Le risque individuel n'est pas le risque de toute la population. Les incidences des maladies varient d'un endroit à un autre. La sévérité du tableau d'un patient qui est admis dans nos hôpitaux, dans nos unités, est différente. Leur évolution, la réponse au traitement, le pronostic, tout ça sont des éléments de variabilité qui, quelque part, mettent de l'incertitude dans notre travail. Et puis, on fait face aussi à des connaissances qui sont incomplètes. On aimerait tous que nos connaissances soient parfaites, qu'on sache tout sur tout, mais ce n'est pas le cas. Dans beaucoup de situations, on n'a pas d'évidence. On ne sait pas. Dans d'autres situations, les évidences sont fragmentaires. On sait une petite partie. Les évidences, parfois, elles sont complètes, mais c'est une toute petite partie, particulièrement, vous verrez après, en médecine intensive. Et puis les évidences peuvent être là, mais on peut ne pas les connaître. Ça devient très difficile de maîtriser toute la connaissance. On a des outils dans nos poches ou sur nos bureaux pour maîtriser la connaissance, mais nos cerveaux ne sont pas encore formatés pour gérer tout ça. Et puis finalement, la connaissance, elle n'est pas toujours reproductible. Vous le savez bien, ce qui est publié dans la littérature scientifique, quand on essaie de le reproduire, de le répéter, on n'y arrive souvent pas. Et aux soins intensifs, l'incertitude, c'est notre quotidien. Comme médecin, comme infirmière, comme soignant, on sait très bien qu'on doit prendre des décisions tous les jours aux soins intensifs en tenant compte de l'incertitude. On a des données d'information qui sont multiples. Le patient, la famille, les médecins, nos collègues. Souvent, les informations sont divergentes. Ce que nous raconte une famille peut être différent de ce que le patient nous dit. On a aussi des données qui sont fragmentaires ou incomplètes. Une partie de l'histoire est donnée par le patient, l'autre partie par son médecin. Et puis tout ça, ça se passe dans une pression du temps. On doit décider vite. Dans une pression d'enjeu aussi. Si on ne prend pas la bonne décision, ça peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses pour le patient ou pour le système. Et ça, c'est le cas pour le diagnostic initial. Quand un patient arrive, on sait tous que dans les premières minutes ou les premières heures, on traite un tableau, on ne traite pas forcément le diagnostic du patient. Et puis, beaucoup de nos thérapies aux soins intensifs sont supportées par des niveaux d'évidence qui sont somme toute assez faibles. Mais c'est notre métier, et c'est ce qu'on fait tous les jours. On analyse, on décide, on exécute, et puis on communique ce qu'on a fait dans cette incertitude. Donc l'incertitude, ça fait partie de notre métier. Oui, sauf que c'est une incertitude habituelle, un bruit de fond auquel on est habitué. Covid, c'est un peu différent. Ça a été un tsunami d'incertitude. Là, je vous mets simplement un graphique qui vient des économistes qui ont essayé de comparer en fait, le niveau d'incertitude que l'on peut retrouver dans la littérature, dans les reports au niveau économique. En gros, c'est une vague jamais égalée. On n'a jamais eu un tel niveau d'incertitude globalement dans notre société depuis le début du siècle. On a tous perçu à un moment, et Hans Parger l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y avait une situation risquée quand on a vu ce qui se passait au niveau de l'Italie du Nord. On s'est dit là, oups, ça sent pas vraiment bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quel était le risque? Est-ce qu'on allait être dans la même situation? Est-ce qu'on allait pouvoir maîtriser? Comment est-ce qu'on évalue ce risque? Et c'était très important de l'évaluer.
Alors, cette phrase qui dit que la prédiction est un art difficile, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir, certains l'attribuent à Churchill. Dans les régions francophones, on l'attribue plutôt à un humoriste français qui s'appelle Pierre Dac. Je pense que beaucoup de gens l'ont dit, donc voilà. Mais effectivement, comment prédire? De quelles ressources on aura besoin? Combien de lits? Combien de ventilateurs? Combien de personnel? On l'a rappelé, hein, c'est le personnel qui est important. Quel traitement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner à ces patients malades? Quelles mesures de protection pour notre personnel, pour nos hôpitaux? Et puis, quelles conséquences globales cette pandémie allait-elle avoir sur notre système de santé et sur la globalité de notre société? J'ai mis cette dia parce que on pense toujours qu'on fait tout très bien en Suisse, mais ça, c'est un rapport international d'une société internationale qui fait des analyses de risques et des analyses de situations de management de risque. Et on est cité comme ayant mal fait les choses, entre guillemets, en particulier du point de vue de la communication de l'information, puisque les experts de la task force, dont j'ai fait partie, ont à un certain moment publié des modèles de manière probablement trop certaine, sans tenir compte de l'incertitude. Et ça a, au départ, altéré leur crédibilité. Voilà pour cette introduction sur qu'est-ce que c'est que l'incertitude et pourquoi Covid, en fait, a amené un degré d'incertitude inégalé. Et puis, quand on est dans une société comme la nôtre, société professionnelle, qu'on doit faire face à un tel défi, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer. Mais je me suis attardé à 2 points. D'abord, c'est la décision. Comment est-ce qu'on décide face à l'incertitude? Et puis, comment est-ce qu'on informe? Alors, la décision et l'incertitude en médecine, de nouveau, hein, c'est une constante. On apprend ça extrêmement fréquemment. On doit évaluer des situations qui, par essence, sont instables. Alors, on trouve toute une série de directives ou de conseils. Là, j'ai pris simplement des conseils qui sont donnés pour l'évaluation du risque global, hein, l'analyse d'un risque global. Et voilà, on nous propose d'évaluer les options alternatives, quels sont les scénarios possibles, essayer de donner des intervalles crédibles dans l'intervalle du risque. Est-ce qu'on peut se fier? Quels sont en fait les efforts que l'on peut consentir pour assumer ce risque, essayer d'avoir une décision claire, basée sur justement les scénarios d'évaluation du risque, et puis surtout être capable, lorsqu'on a pris une décision, d'évaluer l'effet de cette décision et de revenir en arrière. Pour vous qui travaillez dans des unités de soins intensifs, c'est ce qu'on fait toujours face à un patient. On évalue au jour le jour, à minute par minute parfois, comment nos actions en fait diminuent le risque pour le patient de décéder. In fine, c'est ce qu'on veut faire. Donc finalement, nous, les équipes de soins intensifs, on fait ça tous les jours, cette évaluation du risque. J'ai repris cet article du BMJ qui est paru tout au début de la pandémie, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des points qui étaient importants. Je l'ai lu après, hein, mais ça m'a évoqué pas mal de choses dans la gestion du risque. D'abord, la première chose, et on le sait tous, toutes les données sur lesquelles on essaie de se reposer, elles sont soit incomplètes, soit inexactes. Il faut essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des actions qui sont dirigées par les preuves, par les évidences. Pas toujours faciles, elles ne sont pas toujours à disposition. On est face à des situations extrêmement complexes. Et on ne communique pas assez ou on ne réalise pas assez à quel point les situations sont complexes. On a tendance à vouloir binariser un petit peu les situations. Il faut accepter qu'elles sont complexes. Ensuite, il faut savoir que, je vais y revenir, on est face à des données. Mais la manière dont on interprète ces données, elle peut différer énormément d'une personne à une autre, selon son niveau d'expertise, son niveau de compétence. Et dans une situation où on a eu une croissance exponentielle des experts, il est difficile de savoir qui croire et qui suivre. Et puis à un certain moment, il faut être pragmatique et se dire qu'on ne pourra jamais fonctionner dans le même système ou avec les mêmes assurances que dans une situation normale. Alors, effectivement,
dans une situation d'incertitude, on a tendance à se réfugier vers la science et vers les experts. Mais vous le savez bien, la science, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue. Ce n'est pas figé. J'ai mis ce papier que vous connaissez probablement pour la plupart d'entre vous de Jean-Louis Vincent. Il parle de fautes qu'on a fait dans les dernières 10 ans en médecine. Ce n'est pas des fautes, c'est des évolutions de la science. Ce qu'on pensait savoir à un moment, évidemment, change avec les années et avec l'évolution des connaissances. Et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup de ce qui est produit et publié, ce sont d'abord des données. On l'a rappelé ce matin, l'importance des données. Mais il faut aussi se dire que ce qui valorise ces données, c'est l'information que l'on génère à partir de ces données. Et c'est l'interprétation qui fait qu'une donnée est vraie ou fausse, valable ou non valable. Et ça a été quelque chose qui, dans une situation d'incertitude, comme nous l'avons vécu pendant Covid, a été très difficile à gérer parce que nos interlocuteurs, que ce soit le public, que ce soit les autres intervenants, en particulier les autorités ou ceux qui attendaient nos avis d'experts, ils voulaient des choses dichotomiques, blanc ou noir. Et ça ne peut pas être dichotomique. Par définition, c'est des nuances de gris. Donc, arriver à communiquer sur des données scientifiques une information nuancée, c'est tout un art et qui est difficile. Et cette dichotomisation des informations, elle a amené à toutes les tensions qu'on voit maintenant. Si vous regardez ce cartoon qui est finalement assez joli, c'est que finalement on a dichotomisé toujours tous les aspects de Covid. Et quand on dichotomise, on clive et on monte les gens les uns contre les autres. Et ben voilà, maintenant, les porteurs de masques, les non porteurs de masques, les vaccinés, les non vaccinés, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, qui reste difficile à gérer. Puis un autre élément qui est difficile à gérer, et je l'ai rappelé, c'est la complexité de la situation. Parce que de nouveau, les gens, ils ont envie de quelque chose de simple, qu'on leur serve un résumé simple de la situation. Et non, ce n'est pas simple, c'est très complexe, il y a beaucoup d'éléments. Et on a tendance à se focaliser dans les décisions comme dans la communication sur un seul élément. On oublie tout le reste. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est le système Swiss Cheese pour la prévention des incidents. Mais finalement, l'incident, c'est être infecté. Et on voit qu'effectivement, on est dans un système extrêmement complexe. Et si on oublie qu'on est dans ce système complexe quand on décide ou quand on communique, on est dans une situation difficile. Alors, l'exemple, et encore une fois, je ne stigmatise pas, mais c'est juste pour montrer qu'au début, catastrophe nous arrive, il faut faire quelque chose. On est des médecins, on est des soignants, on doit traiter. Et il faut traiter même si on n'a pas toutes les évidences. Et ça a amené à cette situation où, aussi avec une dichotomie entre les gens, une dichotomie entre les régions, entre les établissements, est-ce qu'on adopte une attitude exceptionnelle face à cette situation exceptionnelle? Est-ce qu'on traite sans savoir? Voilà. Et même on communique qu'on traite sans savoir? Ou est-ce qu'on reste fidèle au principe, quitte à devoir un peu passer pour quelqu'un de rétrograde, ou des fois devoir se défendre face à des familles, face à des collègues, et dire non, on ne veut pas traiter. Donc voilà pour la décision. Difficile de décider dans une situation d'incertitude. Mais c'est encore plus difficile de communiquer cette incertitude. Parce que comme professionnels de santé, chacun dans notre métier, on doit communiquer à certains niveaux, à des niveaux différents. Ça peut être avec les autorités, ça peut être avec la population générale, ça peut être entre nous, ça peut être à la famille. Donc la communication est difficile. Et puis, quand on a des doutes et des incertitudes, comment les communiquer sans que la personne en face remette en doute notre crédibilité? Vous savez bien que l'information, quand elle est délivrée, c'est quelque chose de subtil. Passer d'une information qui est exacte, objective, donc qui est vraie et qui cherche à amener les personnes sur le bon chemin décisionnel, la frontière, elle est ténue entre on dit quelque chose de vrai, mais intentionnellement, on veut pousser les gens à prendre une mauvaise décision, ou on dit des choses fausses sans
se rendre compte qu'on pousse les gens à prendre une mauvaise décision, ça c'est l'ignorance. Et puis le pire, c'est la désinformation où volontairement on dit des choses fausses et on a été inondé de désinformation. Encore une fois, les réseaux sociaux, il faut en tenir compte, mais c'est assez impressionnant parce qu'en l'espace de quelques mois, simplement à cause de Covid, la source principale d'information de la population, c'est les réseaux sociaux. Et l'augmentation en quelques semaines, ça c'est des données de Grande-Bretagne, a été très significative. Et puis, probablement pour ceux qui informent, les autorités officielles qui informent, les réseaux sociaux, ce n'est pas notre canal. Puis on fait des erreurs. Alors de nouveau, je ne veux pas vous abreuver avec les principes de communication, mais quelques pistes. Hein. Donc, la multiplication des experts, qui ont tous un avis différent, avec des différences subtiles, mais qui évidemment amènent de la confusion. Le fait qu'on réagit trop tard, on laisse passer les jours, puis finalement on réagit. Trop tard, on a raté. Les attitudes paternalistes. Nous sommes les spécialistes, nous savons, nous dispensons la vérité. Ne pas être capable de lutter contre les rumeurs qui se propagent à bas bruit, mais qui finalement exponentiellement apparaissent. Et puis, les luttes de pouvoir et d'ego. Hein, ça, quand on est dans des grémiums d'experts, on comprend. Alors, il y a différentes méthodes qui ont été proposées, je les passe. Moi, j'ai retenu quelques principes un peu learning by flying, si on peut dire, et un peu à rétro, comme ça. D'abord, il faut savoir que nous tous, on a une tendance à simplifier ce qu'on nous dit. On veut des messages qui soient simples. Pour éviter que la simplification soit trop réductrice, il faut donner des messages qui, dès le départ, sont simples. Donc ça, c'est un premier principe, utiliser des messages simples. Ensuite, il faut se rendre compte que face à nous, on a des interlocuteurs qui sont ancrés dans leurs croyances. Et il faut se dire que quand on doit demander un changement de comportement, on doit demander un changement de croyance. Donc, il faut utiliser des sources crédibles. Changez votre comportement parce que nous avons cette information crédible qui vous pousse à le faire. Ensuite, il faut savoir qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on tourne les talons, évidemment, les gens vont aller pianoter sur Internet, ils vont aller demander à d'autres, etc. Donc les sources additionnelles risquent de donner des messages incohérents. Et comme société, on doit être capable d'avoir un message qui est cohérent. Toujours le même, toujours les mêmes messages. Et puis aussi, un point qu'on a peut-être un petit peu négligé, c'est que c'est la force du premier venu. Le premier message, c'est celui qui aura le plus de force. On l'a bien vu, hein, des experts, et pas seulement à Marseille, tout d'un coup disent des choses, c'est les premiers à dire des choses, tout le monde suit. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Les chiffres, c'est quelque chose de compliqué. On le sait, au niveau de la SSMI, on a eu quelques issues, on va dire ça. Il faut essayer d'avoir des descriptions qui soient le plus souvent qualitatives plutôt que quantitatives. Qualitatives, c'est-à-dire d'utiliser par exemple des comparaisons et des estimations qui ramènent les gens à ce qu'ils vivent dans la vraie vie. Hein, donc, même si des fois c'est compliqué, mais de faire des comparaisons avec les risques d'accident ou les risques de catastrophe, etc. Les chiffres, il faut plutôt les arrondir. Parce que plus vous donnez des chiffres précis, plus ils vont être contestés et vous allez trouver quelqu'un qui a 3 chiffres après la virgule, vous donnera un chiffre différent. Et puis, essayez, si vous devez donner un chiffre, de donner des fourchettes qui soient crédibles, qui tiennent compte du scénario le plus optimiste et le plus pessimiste. Mais quand vous avez des chiffres fiables, documentés, donnez-les. Ne les cachez pas. Parce qu'un chiffre caché, c'est toujours sujet à la question « pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas ces chiffres? Un exemple, hein, au tout début de cette pandémie, on a eu cette discussion entre le service sanitaire coordonné et la SSMI de savoir est-ce qu'on avait 1500 lits de soins intensifs en Suisse. Et encore, ce 1500, c'est une négociation, hein, parce que c'était bien plus. Donc, il faut faire très attention, parce qu'on veut bien faire, on veut rassurer les gens. On a 1500 lits, on va pouvoir vous accueillir. Oui, mais on a peut-être 1500 lits et peut-être 1500 ventilateurs, mais est-ce qu'on a les équipes pour s'occuper des patients qui vont être dans ces lits? Non. Donc attention avec la communication des chiffres. On se bat encore maintenant tous les jours avec la communication des chiffres. S'adapter aussi aux préférences de l'interlocuteur. On a tendance à avoir un message unique.
Hein, voilà, la SSMI fait un communiqué de presse ou quand on parle à un journaliste ou à des familles ou à des proches ou à sa belle-mère, on dit la même chose. Non, il faut tenir compte de l'interlocuteur. Il a un niveau de traitement de l'information qui peut être très différent, des préférences qui peuvent être différentes. Et comprendre l'incertitude, il y a des gens qui vont être incapables de comprendre l'incertitude. Des gens sont trop déstabilisés par ça. Donc, vous n'allez pas mettre trop en avant l'incertitude, il faut le leur dire, il y a de l'incertitude, mais si vous les noyez dans des notions d'incertitude, vous augmentez leur anxiété et ça va être encore pire, ils ne vont pas pouvoir traiter cette information. Et comme je le disais, faire des comparaisons avec des situations de la vie habituelle où les gens peuvent se dire « Ok, je comprends ». J'arrive à évaluer ce risque, par exemple, ou j'arrive à évaluer l'impact de ma décision parce que je peux me référer à une situation que j'ai déjà vécue. Et puis, encore une fois, vous le savez aussi, je ne veux pas entrer dans les détails, mais les biais cognitifs, hein, il y en a 100 000 qui ont été décrits, vous trouvez sur Internet les 50 biais cognitifs, etc. Mais il y en a certains qui sont, je pense, importants, et en particulier le biais d'ancrage. Hein. Une fois que vous avez dit quelque chose, que vous avez donné une information, 1500 lits, c'est fini. Hein. C'est 1500 lits. Vous pouvez bien corriger par après, mais c'est 1500 lits. Les biais aussi de cadre. Hein. C'est clair que si vous êtes dans une situation où vous posez d'emblée un cadre très négatif à votre communication, ça va rester une nouvelle qui va être perçue comme étant très négative, même si à la fin, vous dites « mais il y a une lueur d'espoir ». Donc le cadre que vous fixez dans votre communication, avec les patients, avec les autorités, avec la population, est extrêmement importante. Donc voilà. C'est un peu la vision que j'ai un peu en urgence comme ça sur qu'est-ce que c'est que l'incertitude et comment est-ce qu'on manage l'incertitude dans une situation comme celle-là. Puis c'est l'occasion évidemment de remercier, malheureusement il n'est plus avec nous, mais de remercier Hans Ulrich parce qu'il a été dans cette phase l'année passée, au début du mois de mars et jusqu'à son départ malheureux, quelqu'un sur lequel on a pu compter tout le temps. Et avec sa personnalité, ses compétences, son expérience, c'était une personne qui nous rassurait tous. Et quelqu'un qui a toujours su gérer l'incertitude. On l'a rappelé ce matin, c'est quelqu'un qui était attentif aux chiffres, qui était attentif à l'importance de l'information, à comprendre ce qui se passait. Mais je crois que c'était justement quelqu'un qui a montré pendant toute sa carrière qu'il était capable de gérer l'incertitude et de communiquer à ce sujet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.